comité d'organisation et professeurs, doctorants et étudiants de master et étudiants de la licence fondamentale qui sont ici présents et présentes. En réalité, l'idée de cette intervention sur la culture religieuse remonte à mon expérience doctorale, parce que je menais mon doctorat à l'université Mohamed V Rabat sur les implications politiques de l'individualisme et du collectivisme. Et alors à ce moment-là, j'ai été obligé de scatter le pain par le pain les travaux de Clifford Geertz, que j'ai croisé. Je l'ai croisé en train de préparer ma thèse, bien sûr en essayant d'opérer une sorte de synthèse entre la théorie segmentaire d'Ernest Gellner et la théorie interprétative de Clifford Geertz. Surtout, il abordait une question fondamentale en matière d'anthropologie de la religion qui s'appelle la force et la portée de la religion. Donc ce sont les deux dimensions de la vision religieuse du monde qu'il a étudiée auprès des Marocains et des Indonésiens. Donc Clifford Geertz, c'était un anthropologue américain qui a travaillé ici au Maroc, et notamment à Sofro, là où il a écrit un ouvrage très important, le Souk du Bazar, vers une sociologie économique. Et donc c'est un grand chapitre qui s'inscrit dans le cadre d'un ouvrage Meaning and Order in Moroccan Society, avec d'autres travaux en Indonésie, par exemple la religion de Java, etc. Donc tout un ensemble de... Alors cette intervention repose en réalité sur un concept ontologique de la culture, dans le cadre des études de sciences politiques, de culture politique, etc. Nous avons probablement une petite différence à l'égard de nos collègues en lettres concernant la culture. Donc nous prenons surtout la culture dans une dimension moins esthétique, mais plutôt comme étant un système de signification et de symboles partagés, c'est-à-dire dans les sociétés sociales, dans leur vision du monde, dans la construction de leur monde. Donc la culture, ce n'est pas seulement un ensemble de pratiques et de produits matériels ou bien immatériels, mais c'est plutôt, même dans le sens de Geertz, une toile de signification qui organise l'expérience humaine et qui lui donne un sens. Voilà donc l'apport fondamental de la théorie de Geertz sur le religieux. D'abord, elle ne traite pas l'islam textuel, elle traite l'islam comme expérience vécue, c'est-à-dire, c'est ça son matériau. Et à travers ses travaux de terrain, il a dégagé deux dimensions importantes. Il y a d'abord la force de la religion, bien, dans le cas d'espèce, c'est la force de l'islam. Alors, elle exprime le degré auquel est intériorisé et incorporé dans la profondeur de la personnalité la question de l'identité religieuse. Donc, la force de l'islam traduit la force identitaire du dogme religieux. D'accord? Alors que la portée de l'islam renvoie à l'éventail des contextes dans lesquels sont mises en œuvre les normes religieuses, c'est-à-dire le degré d'applicabilité de la religion dans ce qu'on appelle l'everyday life, c'est-à-dire dans la vie quotidienne, dans le commerce, la politique, etc. Donc, c'est toute la différence entre la portée de l'islam et la force de l'islam qu'il a inséré ou bien qu'il a traité dans son ouvrage très célèbre, L'Islam observé. Publié en 1971, mais traduit en français vers les années 1990. Alors, quels sont les postulats ontologiques de Clifford Geertz pour le livret clé en main à nos doctorants et à nos étudiants? D'abord, il considère que l'islam n'est pas un, l'islam n'est pas au singulier, l'islam il est pluriel. Il est pluriel, ce qui veut dire qu'il existe une sorte d'homogénéité religieuse au niveau de chaque culture et une sorte de démarcation de la culture religieuse d'un pays à l'autre. Donc ça, ce sont parmi les assumptions de Geertz dans cet ouvrage, c'est que l'expérience vécue du religieux est d'un intérêt majeur pour construire un cadre d'interprétation du global. Donc c'est aller du micro vers le global, et c'est ce qu'on appelle la démarche inductive qui est connue dans le domaine des méthodes des sciences sociales. Alors,
un autre élément, c'est que pour construire une image globale, une image anthropologique globale de l'islam, il va travailler sur les trajectoires hagiographiques, ce qu'on appelle al-masarat al-manaqibiyya, les trajectoires hagiographiques exemplaires. Il a pris deux exemples, El-Yussi au Maroc et Khalijada qui est un saint indonésien. Il va suivre leur trajectoire et ainsi de suite. Il va essayer de construire un modèle de l'anthropologie religieuse chez les Marocains et chez les Indonésiens. Voilà. Parmi ces hypothèses, il existe des différences notoires entre le style religieux des Marocains et celui des Indonésiens. Le Marocain moyen est marqué par le poids de la force de l'attachement vertical et identitaire à l'islam, mais il est faible au niveau de la portée et de l'applicabilité normative de l'islam. Deuxième hypothèse, l'Indonésien moyen affiche un spectre large au niveau de l'éthique, de pratique et un relâchement de l'attachement identitaire. Troisième hypothèse, l'islam marocain est un islam tourné vers l'extériorité, vers l'activisme, vers la ferveur, vers l'affirmation de soi, le moralisme, l'impétuosité et le populisme. Donc on peut dire en arabe, on peut thématiser ces traits en disant que l'islam marocain, selon Gertz, هو إسلام حماسي قلق موجه نحو الخارج من أجل تغييره. Tandis que l'islam indonésien, d'après Gertz, semble marqué par l'intériorité, la patience, la quiétude, l'équilibre, l'effacement de soi et la tolérance. Et donc, Islam al-mutasamih wa mutma'in muwajjah nahwa at-taghyir min al-dakhil. Donc ça, ce sont la grande hypothèse de Clifford Geertz. Alors, typologiquement parlant, regardez donc, vous avez un tableau, la portée de la religion, moins c'est faible, plus c'est élevé. Force de la religion, plus c'est élevé, moins c'est faible. Alors, dans la théorie de Geertz, l'Indonésie et le Maroc présentent deux modèles religieux disparates. Le style religieux du Marocain, il est en vert, et l'autre, dans l'autre couleur, le style religieux du musulman indonésien. Grande portée de la religion et faiblesse de la force de la religion. D'accord? C'est bon. Alors, sur le plan méthodologique, pour tester ces hypothèses, qui est l'objectif principal de ce papier, alors normalement, il va falloir se rendre sur le terrain, les terrains de Geertz, c'est-à-dire les fieldwork de Geertz à Bali, à Java, à Soufrou, etc. Et il s'agit en réalité d'une pratique anthropologique courante. Je donne ici un exemple, les positions inaliénables de Wiener, une anthropologue qui est revenue sur le terrain de Malinowski pour repenser les concepts à travers lesquels il a essayé de penser les indigènes. Bon, cette possibilité n'est pas offerte. Vous savez pourquoi? Parce que ça coûte cher et ça coûte également en termes de temps et d'âge, etc. Alors, pour le faire, donc pour tester cette hypothèse, je vais travailler sur un échantillon de 3800 entités. 2600 Indonésiens et 1200 Marocains que j'ai tirés à partir des données de World Value Survey. Ce sont des données qui sont sur Internet, diffusées par un grand spécialiste de sciences politiques, Ronald Ingraham. Voilà. Voici maintenant la construction typologique du modèle de Geertz, conformément à sa théorie. Alors, le Marocain qui affiche une force de la religion élevée et une faible portée de la religion, nous l'avons appelé le prétentieux fanatique. Al-Mura'i al-Muta'assib, الذين يراؤون ويمنعون الماعون. De l'autre côté de l'Indonésie, celui qui a la portée de la religion élevée, mais un faible attachement identitaire, on l'a intitulé Al-Mutasamih al-Khalouq, le tolérant moraliste, conformément toujours à la théorie de Clifford Geertz. Mais elle reste deux, que Clifford Geertz n'a pas envisagé dans son manuel et dans son livre sur l'anthropologie de l'islam. Alors, il n'a pas traité celui qui affiche une portée de la religion et une force de la religion faible. C'est moins. C'est ce que nous avons appelé le musulman par étiquette. Al-Muslimo bis-sifa. Et il n'a pas également traité dans ce ouvrage et dans ses pérégrinations anthropologiques un quatrième type
pieux musulman, al-muslimul wari', celui qui affiche une portée de la religion et une force de la religion très élevée. Voilà donc le puzzle. Alors, toujours sur le plan méthodologique, on va voir quel est le type ou bien le style religieux qui est dominant dans les deux cultures religieuses, indonésienne et marocaine. Alors, et quels sont les déterminants de ces catégories? Alors, pour le faire, il va falloir procéder à la régression logistique multinominale dont voici l'équation logarithmique. Alors, cette technique statistique permet de calculer les probabilités de chaque musulman d'être dans chaque catégorie. C'est-à-dire, sous l'effet d'un certain nombre de variables, quelle est la probabilité, ma probabilité en tant que chercheur et en tant que musulman, quelle est ma probabilité d'être un prétentieux fanatique ou bien d'être un musulman par étiquette ou bien d'être un tolérant moraliste, sous l'effet d'un certain nombre de variables. Donc c'est ce à quoi sert ce qu'on appelle la régression logistique multinominale. Les résultats. Alors, nous pouvons d'abord constater dans ce cadre que Clifford Geertz avait raison. La force de la religion est très poussée au Maroc par opposition en Indonésie. Et les tests statistiques sont hautement significatifs. Donc, à ce niveau-là, Geertz avait certainement raison en ce qui concerne la position anthropologique qu'il a entretenue sur ces deux variables. La même chose pour la portée de la religion, les Indonésiens affichent un pic élevé par rapport aux Marocains. Passons maintenant au deuxième résultat. Donc ça, c'est la présentation de la typologie. Alors nous pouvons constater que le tolérant moraliste est le profil ou bien est le style religieux qui occupe la première position en Indonésie, alors que les autres profils tombent en quenouille en quelque sorte. Donc disons que Clifford Geertz avait certainement raison de scatter le terrain culturel et la culture religieuse en Indonésie. Mais du côté marocain, regardez bien le fanatique prétentieux. Il ne représente que 24,7%, alors qu'il est en même temps devancé par le musulman pieux que Clifford Geertz n'a pas prévu dans son modèle d'anthropologie religieuse concernant le Maroc. Voilà le tableau qui fait l'économie de la régression logistique multinominale. Alors généralement, et croyant Clifford Geertz, nous avons un certain nombre de variables. Geertz dit que les caractéristiques de l'islam marocain proviennent en quelque sorte du maraboutisme qu'il a identifié à la trajectoire hagiographique de l'IUCI. Mais lorsque nous constatons les résultats de la régression logistique multinominale, nous voyons qu'un certain nombre de normes caractéristiques de cet islam augmentent la probabilité des gens pour être des tolérants moralistes plutôt que des fanatiques prétentieux, ce qui veut dire que les prédicteurs que Clifford Geertz avait mis en valeur dans sa théorie ne sont pas exacts. C'est-à-dire qu'il faut les revoir. Il faut les revoir par l'analyse statistique, mais également par l'analyse qualitative. Et le problème, où se trouve le problème chez Clifford Geertz? Où se trouve le problème? D'abord, je suis en conclusion. Donc, nous avons d'abord des résultats mitigés, qui parfois confirment la validité des thèses de Clifford Geertz, mais dans d'autres cas, les résultats démentissent son apport. Deuxièmement, les facteurs constitués comme responsables de l'émergence du fanatique prétentieux définissent plutôt l'émergence du tolérant moraliste. Alors, le problème pour Clifford Geertz, c'est que le matériau sur lequel, les trajectoires hagiographiques sur lesquelles il a travaillé, il a pris le seul exemple de l'IUCI, dont la trajectoire semble apparemment influencer l'islam marocain, mais il n'a pas diversifié les trajectoires hagiographiques sur lesquelles il a travaillé. C'est-à-dire, dans le langage de l'analyse qualitative,
au principe de la saturation. Elle aurait dû, par exemple, revoir la trajectoire de Moulay Bouelza, parce que Moulay Bouelza présente une trajectoire, comme le montre Hassan Rachid dans ses travaux de l'anthropologie, qui ressemble davantage à Kalijaga en Indonésie. Ce qui veut dire que lorsqu'on a, c'est un message à nos étudiants, à nos doctorants, lorsqu'on veut par exemple investiguer un matériau d'un point de vue qualitatif, il vous faut nécessairement atteindre le principe de la saturation, ce qui veut dire enrichir votre matériau et diversifier, chercher les contradictions dans le matériau que vous êtes en train de constituer. Madame la Présidente, merci. Merci à vous.